Donc, allons-y pour cette webconférence. Avant de commencer, regardons ensemble le déroulement de cette rencontre. Je vous parlerai brièvement de l'Université Laval et de la Faculté des sciences et génies, communément appelée l'AFSG. Nous ferons un survol des pôles d'excellence en recherche, en sciences et génies, et le cœur de cette webconférence est la présentation des professeurs invités. Je parle ici de Jean-Michel Lemieux du département de géologie et génie géologique, de Simon Thibault et Philippe Després, tous deux rattachés au département de physique, de génie physique et d'optique. Fondée en 1852, l'Université Laval est la toute première université francophone à voir le jour en Amérique du Nord. On y compte aujourd'hui un peu plus de 43 000 personnes étudiantes. Voici le campus de l'Université Laval. Il fait environ 2 km² de superficie, dont 60 est occupé par des espaces verts. Vous pouvez bien vous imaginer qu'à cette période-ci de l'année, les espaces verts sont plutôt des espaces blancs, couverts d'un beau tapis de neige. Le campus est en plein cœur de l'arrondissement Sainte-Foy, à Québec, et est à proximité des centres d'achat et de plusieurs services comme les épiceries, les pharmacies et les restaurants. Nous sommes très bien desservis par le réseau de transport de la capitale. On compte 17 facultés sur le campus et 40 pavillons d'enseignement, de recherche, de services et des installations sportives. Tous ces pavillons sont connectés par un réseau de tunnels souterrains que vous pouvez utiliser en hiver comme en été. On retrouve aussi sur le campus 4 pavillons de résidence recouvrant 2300 chambres individuelles. Si vous souhaitez y habiter pour la session d'automne 2026, vous devrez faire une demande de réservation de chambre et ce, dans les prochaines semaines, car c'est premier arrivé, premier servi. Et voici les pavillons de la Faculté de sciences et génie, le pavillon Vachon, où sont principalement situés les laboratoires et les salles de cours pour les cours de sciences. Nous avons également le pavillon Pouliot, dans lequel nous retrouvons les laboratoires et également les salles de cours pour les programmes de génie. La Faculté de sciences et génie, en quelques chiffres, nous avons 12 départements et une école, l'école d'actuariat. Plus de 7 300 personnes étudiantes étaient inscrites à l'automne dernier. Sur ce nombre, nous en avons plus de 1500 au deuxième et troisième cycle. Nous offrons 99 programmes d'études sur les 3 cycles et vous aurez le privilège d'être encadré par l'un ou l'autre des 275 membres du corps professoral et chargé d'enseignement dans le cadre d'un éventuel projet de recherche. Nous offrons également des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Nous avons également une vie étudiante enrichissante. Nous vous invitons évidemment à vous impliquer si vous êtes étudiante et étudiant chez nous à l'Université Laval. Plusieurs projets, des grandes associations étudiantes, des associations départementales également et de nombreux festivals, événements et compétitions. Également plusieurs services pour vous soutenir dans votre réussite aux études chez nous. Nous avons 12 pôles d'excellence en recherche. Ces pôles regroupent plusieurs domaines de recherche, unités de recherche et corps professoral diversifié. Les études au cycle supérieur à la Faculté des sciences et de génie à l'Université Laval ouvrent la porte à bien plus qu'un diplôme. Elles permettent de développer une expertise de travail, elles permettent de développer une expertise, de travailler sur des projets concrets et innovants et de collaborer étroitement avec des équipes de recherche reconnues ici et à l'international, que ce soit pour repousser les frontières du savoir, contribuer à des solutions pour la société ou se préparer à des carrières stimulantes en recherche ou en industrie. Ces parcours offrent des opportunités uniques de croissance intellectuelle et professionnelle. Je vous présente ici quelques pôles de recherche qui seront abordés dans quelques instants par nos chercheurs. Maintenant, nos professeurs invités. Débutons par Jean-Michel Lemieux, qui est professeur titulaire au département de géologie et de génie géologique ici à la Faculté de sciences et génie. Il est également membre du Centre d'études nordiques et du Centre de recherche sur l'eau. Ses recherches portent sur l'observation et la modélisation numérique des processus hydrogéologiques passés, présents et futurs. Ses projets de recherche récents portent sur la gestion quantitative des ressources en eau souterraine aux îles de la Madeleine, l'étude de la dynamique des écoulements souterrains en relation avec les mouvements de terrain, ainsi que l'hydrogéologie des régions froides. Il est éditeur de la revue Hydrology Journal, publiée par l'Association internationale des hydrologues depuis 2015.
Le professeur Simon Thibault est l'actuel directeur du département de physique, de génie physique et d'optique à l'Université Laval et il est chercheur en conception optique. Il est titulaire de la chaire industrielle en conception optique depuis 2008. Il a été reconnu en tant que Fellow de Optica, anciennement OSA, et Fellow du SPIE en 2018. Il est impliqué dans plusieurs conférences, pardon, dont la conférence de l'IODC, qui s'est déroulée en juin 2023. Ses travaux innovent sur les manières de façonner la lumière. Et finalement, Philippe Després est professeur titulaire au département de physique, de génie physique et d'optique. Ses projets de recherche portent principalement sur l'imagerie médicale, notamment sur la reconstruction tomographique et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la détection et la classification. Il est un pionnier du calcul informatique de pointe sur processus graphiques, menant au développement d'applications innovantes en physique médicale, notamment un code de transport radiatif Monte Carlo ultra rapide. Il s'intéresse aussi à la valorisation des données dans le milieu médical, en particulier aux infrastructures, aux normes et aux bonnes pratiques, incluant les principes FAIR. Alors maintenant, je vous laisse entre les mains de Jean-Michel. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là pour la présentation. Donc, oui, donc moi, je travaille au département de géologie et de génie géologique, donc dans un domaine qui est plutôt relié à ce qu'on appelle l'hydrogéologie. Donc, l'hydrogéologie s'intéresse à l'eau souterraine. Donc, ici, je présente une photographie là, pour guise d'introduction qui illustre la nature de nos activités. Donc, comme l'eau souterraine, c'est pas quelque chose qui est visible, on a trouvé des méthodes d'investigation là, pour l'observer, mesurer ses propriétés, en déterminer la profondeur, sa composition. Donc, ici, on réalise des activités de forage qui nous permettent d'installer des puits pour observer l'eau souterraine. Puis les gens qui sont représentés sur la photo, c'est des gens de notre équipe de recherche, un étudiant à la maîtrise là, avec des professionnels de recherche. Donc, pour débuter, je vais vous commencer par vous présenter un exemple de projet qu'on fait, nous, ici, dans notre équipe de recherche, simplement pour vous montrer la démarche scientifique qu'on utilise dans nos activités de recherche. Donc, c'est un exemple. Euh, à ce moment-là, c'est vraiment l'idée, c'est d'illustrer un peu avec des photographies, puis bon, des graphiques, des images, là, la nature de nos activités. Ça correspond directement à un projet de maîtrise là, d'une étudiante là, présentement. Donc, ça peut vous donner une idée de projet qu'on fait dans notre groupe de recherche. Donc, c'est une problématique qui nous a été signalée par la municipalité de Coictac. C'est une municipalité du Nunavik. C'est un territoire situé au nord du Québec. Puis, à ce moment-là, ils subissent une problématique de glaçage. Donc, c'est-à-dire l'apparition d'immenses couches de glace comme ça ici en hiver, mais qui n'est pas reliée à la présence d'un lac ou d'un cours d'eau. Nos connaissances en hydrogéologie nous mènent à penser que ça pourrait être l'eau souterraine qui est la cause de cette problématique. Donc, on a une problématique qui nous est soumise, donc on va essayer, nous, de la comprendre. Donc, la première étape de notre démarche, bon, c'est d'aller faire des observations sur le terrain. Puis bon, dans notre équipe, on travaille surtout en hydrogéologie physique, hydrogéologie quantitative. Donc, on utilise des instruments pour mesurer des différentes variables sur le terrain. Donc, dans ce cas-ci, bon, on va aller faire des excavations pour connaître la nature des matériaux, installer des capteurs pour connaître peut-être l'humidité ou la teneur en eau dans le sol, des puits qui vont nous permettre de mesurer la position de la nappe phréatique, des capteurs de température, avec tout ça avec des systèmes d'acquisition de données. Donc ici, c'est un projet peut-être avec un financement moins important, donc une instrumentation plutôt bricolée, mais ça fonctionne très bien. Donc, ces genres de données ensuite qu'on va obtenir, c'est des séries temporelles de données qui proviennent de nos instruments. Donc, on les met, on fait des traitements de ces données-là avec souvent les codes Python. Ensuite, on va utiliser des variables environnementales, puis on va essayer d'établir des corrélations avec les variables là, qu'on a mesurées sur le terrain. Tout ça, ça va nous amener à
produire ce qu'on appelle un modèle conceptuel. Donc, conceptualiser la problématique basée sur nos observations de terrain, puis décrire de manière spatiale et temporelle qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se produit là, sur le terrain. Donc, on illustre comme ça ici donc, la problématique de manière simple, puis on décrit les processus qui interagissent ici sur la problématique. Donc, écoulement de l'eau souterraine, transport de chaleur par diffusion, advection, ensuite présence, changement de phase avec gel, dégel. Puis, une fois qu'on pense bien comprendre la problématique, on va essayer de la reproduire avec un modèle numérique. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser des modèles. Donc, on va comme créer une petite maquette numérique où on va reproduire la nature des matériaux géologiques. Puis, on va essayer de simuler bon, les processus physiques qu'on a identifiés comme étant les plus importants. L'écoulement de l'eau souterraine, par exemple, le transport de chaleur. Puis à ce moment-là, on va essayer de reproduire nos observations. Puis si on y arrive, ben, ça veut dire qu'on a bien compris la problématique. Puis basé sur ça, ben, on va utiliser le modèle euh, pour établir différents scénarios. Dans ce cas-ci, sur comment régler la problématique de glaçage. Donc, on pourrait essayer de voir bon, ben, comment changer les conditions. Là, par exemple, on pourrait déneiger des secteurs du village pour favoriser la progression du gel dans le sol, faire en sorte que l'eau souterraine gèle plutôt que fasse résurgence. Donc, on pourrait essayer de voir bon, si cette technique-là pourrait fonctionner avec notre modèle numérique. On pourrait voir tout ça, comment pourrait évoluer dans un contexte de changement climatique si on connaît les prédictions de température, par exemple, pour ce secteur-là. Donc, c'est vraiment le genre de toutes les étapes qu'on va normalement réaliser dans un projet. Par contre, selon les intérêts des étudiants, puis aussi la nature du projet, ben, il y a certains étudiants qui vont travailler plus sur le terrain, d'autres sur le traitement des données, d'autres sur la modélisation, ou les autres qui vont essayer d'intégrer un petit peu de, de tout ça dans leur projet. Donc, ça, c'est un exemple de projet. Maintenant, je vais revenir à mes grandes thématiques de recherche. Donc, c'est les thématiques que M. Giguère vient de présenter. Donc, la première thématique, c'est vraiment l'hydrogéologie des régions froides. Donc, on a vu un exemple d'application un peu plus pratique avec le glaçage. Mais donc là, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'était à Quactac ici, donc dans une zone de pergélisol qu'on appelle continue. Mais la majorité de mes activités de recherche se concentrent ici à Oumiouiac, sur la côte est de la baie d'Hudson. Puis là, on est dans un environnement de pergélisol discontinu. Donc, le pergélisol, là, le paysage ressemble à ça ici. Puis, le pergélisol se manifeste sous la forme de buttes, comme ça, en relief positif, qu'on retrouve de manière un petit peu discontinue sur le territoire. Donc ici, on s'intéresse à l'utilisation de l'eau souterraine comme source alternative d'eau potable pour les communautés nordiques. Donc, on va travailler, essayer d'identifier la présence d'eau souterraine non gelée, puis d'établir, quantifier le cycle hydrologique pour voir si l'eau souterraine pourrait représenter une source d'eau suffisante pour les communautés. Donc, c'est des exemples de nos activités. Donc, on va installer des stations météorologiques, on va jauger des cours d'eau, on va faire des forages pour déterminer la nature des sols, installer des puits pour déterminer la qualité de l'eau, cartographier la présence de pergélisol. C'est des photographies qui illustrent un petit peu nos activités. Le second thème de recherche dans lequel je suis actif, c'est le domaine des mouvements de terrain. Donc, comment l'eau souterraine, quelle est l'importance de l'eau souterraine dans les différents types de mouvements de terrain qu'on observe principalement au sud du Québec. Ici, c'est une problématique dans la région de Trois-Rivières. Problématique importante parce que le développement d'un ravin et l'apparition de dépressions circulaires comme celle-ci ont causé l'expropriation d'un résident et aussi la fermeture d'une route importante dans ce secteur-là. L'eau souterraine ici est au cœur de la problématique. Le contexte hydrogéologique particulier du site favorise le ravinement et cause de l'érosion interne
qui causent l'apparition des dépressions circulaires. Pour proposer des méthodes de mitigation, ben, on doit comprendre la problématique liée aux eaux souterraines ici. Donc, c'est un projet qu'on réalise avec le ministère des Transports puis de la Sécurité publique. L'autre type de mouvement de terrain sur lequel on travaille beaucoup, puis qui est en lien avec un projet de maîtrise pour lequel je suis à la recherche d'un étudiant, c'est en lien avec les mouvements de terrain dans les sols argileux. Donc ça, c'est un exemple de coulée argileuse qui s'est produite l'été dernier à Saint-Uribe, dans la région de Port-Neuf. Donc on voit ici une résidence, donc c'est un immense glissement. Donc c'est vraiment ici des sols qu'on appelle des argiles qui sont liquéfiés puis qui ont causé des dommages importants aux résidences et à la route. Donc, les glissements comme ça, ici, dans les argiles, au Québec, c'est des glissements qui sont assez fréquents. Donc, on voit ici tous les glissements qui ont été recensés au sud du Québec. Puis, on voit que la majorité des glissements se retrouvent dans une zone qui est ombragée ici en gris. Cette zone-là est reconnue comme étant l'étendue maximale de ce qu'on appelle, nous, l'ancienne mer de Champlain. Lorsqu'on étudie l'histoire géologique du Québec, on sait qu'il y a eu des épisodes glaciaires. Puis lors du retrait des glaciers, il y a environ 12 000 ans, ben, toute cette région-là était recouverte d'une immense mer d'eau salée qui a laissé place à la mise en place de dépôts de nature argileuse, un peu comme on a vu dans la diapo précédente. Puis ces argiles-là ont été déposés en milieu marin. Puis, dans leur structure, on retrouve beaucoup de sel. Puis ce sel-là contribue beaucoup à la structure du sol, puis à sa grande résistance en compression et au cisaillement, comme on peut le voir sur la gauche ici. Par contre, lorsque ce sel-là, qui est contenu dans l'argile, est lessivé, par exemple, par l'écoulement de l'eau souterraine, bon, ben là, à ce moment-là, lorsque le sol est remanié, par exemple, s'il y a un glissement de terrain qui se produit dans l'argile, puis cette argile-là, elle a été lessivée, ben là, à ce moment-là, cette argile-là va avoir tendance à se liquéfier comme ça ici, sur la droite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt du ministère des Transports à cartographier les secteurs où l'argile a été lessivée, puis elle va être identifiée comme une argile qu'on appelle sensible, sensible à se liquéfier, puis donner lieu à des glissements fortement rétrogressifs, comme des coulées argileuses. Donc, pour les aider dans leur activité, ben, nous, ce qu'on se propose de faire dans notre groupe de recherche, puis c'est des travaux là, qui sont financés par le ministère des Transports, c'est de comprendre comment les argiles ont été lessivées sur les derniers 12 000 ans dans les basses terres du Saint-Laurent pour identifier les secteurs les plus à risque de glissement fortement rétrogressif. Donc ici, j'ai une petite section verticale qui illustre un petit peu de manière simplifiée le contexte géologique de déposition des argiles. Donc, on a une épaisseur d'argile marine, peut-être 100 mètres d'argile, qui ont été déposés sur une couche de dépôt glaciaire un peu plus perméable. Puis, bon, avec le temps, éventuellement, il y a des cours d'eau qui ont incisé la plaine argileuse. Puis l'eau souterraine, bon, qui provient des précipitations, peut s'écouler dans différentes unités géologiques, comme ici les matériaux granulaires perméables à la base de la séquence. Puis ils peuvent s'écouler aussi dans les argiles, comme ça ici. Puis transporter le sel par advection, ensuite créer des gradients de concentration qui causent la diffusion moléculaire. Donc éventuellement, le sel va être évacué du système. Puis pour comprendre de quelle manière, ben, il faut faire des simulations hydrogéologiques. Puis tout ça, ça nous permettrait d'identifier les endroits où le sol a été lessivé, puis qui est propice aux coulées argileuses. Donc, l'idée, c'est d'effectuer des simulations numériques comme ça ici. Je donne juste un exemple là, de résultats, là, à quoi ça peut ressembler. On simule le lessivage des argiles, puis on compare des profils de concentration en sel dissous qui proviennent de forages, puis là, on compare nos résultats de simulation avec des observations de terrain. Donc, pour ce projet-là en particulier, ici, donc, je suis à la recherche d'un étudiant à la maîtrise. Par contre, si vous êtes plutôt candidat au doctorat, le sujet est quand même riche. Il y aurait peut-être possibilité de convertir ça en projet de doctorat. Je cherche quelqu'un qui pourrait être disponible cet été ou à l'automne.
Puis je dispose déjà du financement qui provient là, du ministère des Transports et de la Sécurité publique pour le projet. Donc, je cherche des étudiants qui ont une formation principalement en génie géologique, mais dans des domaines connexes comme la géologie, le génie des eaux, civil, génie environnemental, ça pourrait fonctionner. Donc, nous, on a une approche vraiment où on utilise des concepts plutôt physiques, une approche quantitative, donc des gens qui ont une aisance en programmation, qui ont l'aisance à utiliser des logiciels. Donc, ça pourrait être fait pour vous. Donc, les candidats peuvent m'écrire directement à mon adresse courriel qui apparaît ici, mais je vais seulement que répondre aux candidats pour lesquels il y aura une entrevue qui sera prévue par la suite. Donc, une bonne correspondance avec la problématique. Si vous êtes intéressé par d'autres projets en lien avec les autres activités de recherche, ben, vous pouvez toujours m'écrire, mais par contre, je ne dispose pas de financement présentement. Il y aurait possibilité de travailler sur des demandes de bourse par des organismes subventionnaires. Puis là, à ce moment-là, il y aurait possibilité peut-être de vous encadrer. Donc, je termine ici en montrant les organismes qui financent mes travaux de recherche, puis une petite photo, là, d'une photo récente de l'équipe de recherche là, dans laquelle vous pourriez être amené à travailler. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'était le professeur Jean-Michel Lemieux. Très intéressant. Donc, on voit bien là, les différents projets de recherche en cours. C'est une présentation qui est très concrète. Donc, je vous invite là, à garder vos questions pour la fin. Vous allez pouvoir revenir là, sur vos questions intéressantes pour lui. Donc, on enchaîne tout de suite avec le professeur Simon Thibault. Donc, merci Jean-Michel pour ta présentation et l'explication de comment un projet de recherche se monte. J'ai bien aimé. Euh, Moi, je suis responsable du laboratoire de recherche en ingénierie optique qu'on appelle le LRIO, qui est essentiellement, qui concentre ses activités sur différents pôles, mais essentiellement autour de l'ingénierie optique. Nous, on essaye de concevoir des instruments optiques pour des applications très demandantes d'aujourd'hui et même pour demain, c'est-à-dire d'aller de l'avant sur des nouvelles types de fonctionnalités en optique là, qui pourraient être ou des modalités qui pourraient être déployées là, sur les systèmes optiques par les différents chercheurs dans le domaine ou les différentes personnes dans l'industrie. Notamment, par exemple, comme les astronomes. Donc, on a un grand volet qui est de l'instrumentation en astronomie, où les astronomes ne peuvent pas trouver des instruments sur le marché. Donc, quand ils veulent faire un instrument pour trouver des planètes autour de certaines étoiles, ben, il faut qu'ils se développent leur propre instrument. Donc, nous, on est appelés justement à contribuer beaucoup là, au design et à la fabrication de ces instruments-là. Et ici, quelques exemples. Là, on a développé un instrument qui s'appelle CITEL, qui a été installé au Canada, au Télescope Canada, France, Hawaï, à Hawaï, évidemment. On a développé dernièrement NIRPS, qui est un spectromètre à haute résolution pour mesurer des vitesses radiales qui sert directement à identifier des planètes là, qui sont en orbite autour des étoiles. Donc ça, celui-là, il est installé, intégré ici dans nos laboratoires, mais installé au Chili, à la CIA, un observatoire de l'Agence européenne, et d'autres instruments qu'on a développés. On a des axes de recherche qui sont identifiés ici là, dans 5 différents groupes. Donc, on a la chance d'avoir une unité de fabrication. Je vais revenir là-dessus où on peut prototyper nos systèmes optiques. Donc, on peut développer nos propres euh, lentilles, si on veut, ou miroirs complexes là, qu'on ne serait pas capable de se procurer soit sur le marché parce qu'ils ont des fonctionnalités trop complexes et trop avancées là, pour les fournisseurs habituels. On a tout un volet sur la photonique non imageante. Ce qu'on veut dire par là, c'est tout ce qui est de l'éclairage, par exemple, l'éclairage de rue. Donc, les systèmes optiques qu'on va mettre sur les lumières là, pour façonner la lumière, en fait, lui donner la forme qu'on veut. Donc, ça peut être des phares d'automobile, par exemple, qui se développent. On voit que les années que les phares se développent, ben, c'est parce qu'il y a des chercheurs qui ont développé des techniques justement pour être capables de mieux envoyer la lumière au bon endroit sur la route. Donc, nous, c'est des genres de choses qu'on peut faire. J'ai parlé du volet en instrumentation astronomique. On a un volet aussi qu'on appelle la propagation non paraxiale. La lumière, c'est un champ électromagnétique qui se propage. Et à ce moment-là,
ce champ-là a certaines propriétés, donc on peut façonner ce champ-là pour lui donner la forme un peu qu'on veut. Puis ça ouvre la voie sur des applications en super résolution, par exemple, ou en propagation, par exemple, de signal qu'on va dire à la base des communications quantiques, par exemple. Donc, d'encoder de l'information sur un photon, ben, il faut façonner cette lumière-là. Donc, il faut façonner le champ électromagnétique de la bonne manière, si on veut, pour être capable qui se propage là, dans l'espace libre. Donc, ça touche aussi tous les aspects de la propagation dans certains guides d'onde, par exemple, et comment on fait pour couper la lumière de l'espace libre à un guide d'onde, et ainsi de suite. Et finalement, je suis un concepteur optique de formation, donc j'ai fait mes études pour devenir concepteur optique. Concepteur optique, c'est quelqu'un qui conçoit des systèmes optiques. Donc, ça va de la lentille de votre caméra de téléphone cellulaire jusqu'à des télescopes comme James Webb. J'ai eu l'occasion de travailler dans ma carrière sur énormément de systèmes. Puis aujourd'hui, ben, je travaille beaucoup à développer les nouveaux outils de conception optique là, au niveau de l'industrie pour voir comment on peut améliorer le design optique ou améliorer les systèmes optiques en intégrant des nouvelles technologies ou des nouvelles fonctionnalités, et notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais revenir dans un instant là-dessus. Donc, la prochaine diapositive montre juste un peu la chance qu'on a d'avoir un laboratoire de fabrication. On est capable de fabriquer nos composantes optiques, là. On n'est pas capable de fabriquer une lentille de téléphone cellulaire parce que c'est très petit, mais on est capable de fabriquer des composantes optiques là, qui vont se retrouver dans différents systèmes. Comme par exemple dans les différentes instruments en astronomie. Donc, un exemple ici, ben, c'est des miroirs qu'on a fait, là, qu'on a conçu pour aller dans un instrument qui a été installé là, en Espagne, là, mais c'est nos collègues à l'Université de la Floride là, qui nous ont demandé de fabriquer ces systèmes-là. Puis comme on est équipé pour fabriquer les miroirs, ben, on était capable de développer l'ensemble de ces miroirs-là, qui vont tous être attachés ensemble là, pour faire un dispositif un peu plus complexe. Mais on a aussi développé tout ce qui s'appelle les aspects de réflecteurs. Là. Dans ces cas-là, il fallait mettre un revêtement anti-reflet en or sur chacun de ces miroirs-là et qu'ils puissent résister à des températures cryogéniques, là, qui veut dire à moins 200 degrés là, Celsius. Donc, on a développé des recettes, si on veut. Donc, il y a eu des recherches qui ont eu lieu pour développer des recettes de revêtements, des revêtements pour des miroirs là, à des températures cryogéniques. Tantôt, j'ai parlé de l'instrument NIRPS, qui est un instrument pour trouver des planètes. Ben, ici, on voit l'exemple d'instrument. Là, c'est dans notre laboratoire. Là, donc, on a intégré l'instrument. C'est essentiellement un gros, un gros appareil qui mesure qui est là pour mesurer la variation de longueur d'onde euh, dans des signatures d'étoiles. Et cette variation-là de raies, finalement, de longueur d'onde des raies, est typique du fait qu'on a une étoile avec une planète qui sont en orbite l'une autour de l'autre, qui a une petite oscillation. Et cette petite oscillation-là change la couleur de la lumière qu'on regarde. C'est un peu le même dispositif qui est utilisé par les policiers là, pour mesurer la vitesse d'une voiture. Là. Quand une voiture se déplace, ben, c'est un peu la même chose. On envoie un onde électromagnétique sur la voiture, puis ce qu'on reçoit va être modulé en fréquence en fonction de la vitesse du véhicule. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, c'est un peu la même chose. Donc, avec ça, on est capable de mesurer les vitesses radiales. Donc, ça nous donne une variation, ça donne aux astronomes l'information pour être capable de déterminer les caractéristiques s'il y a planète autour d'une étoile, puis ses caractéristiques comme son orbite, sa taille, et éventuellement, ça peut servir à éventuellement d'utiliser un autre dispositif comme le télescope James Webb, par exemple, pour aller imager la planète, pour avoir plus de détails sur son atmosphère, dans le but d'éventuellement trouver de la vie là, sur une autre planète. On fait pas seulement des dispositifs, ça c'est un dispositif terrestre, on a participé aussi à des dispositifs qui étaient montés sur des ballons pour des campagnes d'émissions sur des ballons stratosphériques, là, c'est-à-dire de monter des systèmes optiques à des altitudes qui varient entre 35 et 40 kilomètres, notamment avec l'Agence spatiale canadienne. On a eu la chance de faire 2 vols en ballon, un en 2018 puis en 2023, avec l'expérience qu'on appelle ici-bas, qui est une expérience encore là qui était basée sur la, la, la- l'imagerie de planètes pour les astronomes qui se disent ben, c'est bien d'envoyer des télescopes dans l'espace, mais si on était capable de monter un télescope sur un ballon, ben, peut-être que ça coûterait moins cher.
et éventuellement même dans le vortex polaire, ben, peut-être de bénéficier de plusieurs nuits consécutives d'observation là, pour être capable d'avoir des meilleures images de planètes. Donc, tantôt, je parlais de regarder la variation de la vitesse radiale, par exemple. C'est pas une imagerie directe, donc dans ce cas-là, de l'imagerie au contraste, c'est plutôt des imageries directes d'aller mettre des images de planètes. Donc ça, c'est un projet. Ici, vous avez une photo, une équipe d'étudiants. Là, il y avait 5 étudiants gradués là, qui étaient impliqués dans le projet. C'est un projet où c'est l'Agence spatiale canadienne qui a une base de lancement à Timmins qui gère tout le lancement avec l'Agence spatiale française, le CNES, qui opère les ballons. Et puis, c'est une expérience incroyable pour les étudiants là, d'avoir passé un mois de temps à Timmins. Bon, quoique Timmins, c'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant, mais ils ont pu connaître la ville pendant un mois, mais c'est surtout d'avoir un aboutissement d'un projet où on sait qu'on a une date de lancement, puis il va falloir le lancer. Donc, c'est très challengeant pour les étudiants de travailler sur un projet un peu plus concret qui se rapproche beaucoup de l'industrie spatiale, entre autres. Donc, ça a été une expérience intéressante qu'on a renouvelée en 2023 et qu'on va nous renouveler aussi en 2026 ou 2027, là, dépendamment des opportunités que l'Agence spatiale canadienne. Donc, c'est des choses qu'on continue à faire. On a d'autres types de projets ici aussi. Donc, ici, c'est un exemple de ce qu'on appelle un display 3D pour téléphone cellulaire. Donc, on a été mandaté par une compagnie de regarder si on pouvait pas ajouter une pellicule mince sur un téléphone cellulaire pour générer une image en 3D. Donc c'est des projets justement financés là, par des compagnies. Malheureusement, le projet n'a pas été de l'avant parce qu'on voulait utiliser ce qu'on appelle des métasurfaces là, pour générer les images 3D, mais il y a d'autres enjeux que les métasurfaces, notamment avec le rendu de couleur. Donc, le projet n'a pas été de l'avant, mais c'est très excitant pour les étudiants de travailler sur un projet comme ça pendant 2 ans parce que c'est très concret. On travaille aussi avec les compagnies. Donc, on est très, très proche des besoins finalement de l'industrie, ce qui peut être motivant pour certains étudiants. Puis, à votre droite ici, vous avez ce qu'on appelle, c'est un cube un cube de plastique, si on veut, qui a été dopé euh, avec des points quantiques. Et en excitant les points quantiques, ben, on est capable de générer ce qu'on appelle un voxel. Donc, au lieu d'avoir un pixel sur un écran plat, ben, on a un voxel qui est un pixel sur un volume en 3D. Donc, on est capable de générer finalement un projecteur volumétrique. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir une forme 3D là, qui s'anime à l'intérieur d'un cube. Donc, ça, c'est une image préliminaire. Aujourd'hui, le système est terminé et puis on l'a fait encore là pour une start-up au Québec là, qui veut commercialiser ce produit-là. Donc, ça aussi, c'est extrêmement intéressant là, pour nos étudiants. Finalement, une collection de peut-être de projets. On travaille aussi sur des caméras à comptage de photons pour de la détection de débris spatiaux. Donc, on sait très bien que l'espace comment dire, il y a beaucoup de satellites en orbite, puis il y a beaucoup de débris de satellites en orbite. Donc, on travaille, les agences spatiales à travers le monde travaillent beaucoup à savoir comment on est capable d'identifier puis de savoir si ces débris-là vont pas engendrer des catastrophes, là, comme par exemple frapper la station spatiale ou frapper des satellites qui sont critiques. Donc, on va vouloir les déplacer, ces satellites-là, avant que ces catastrophes-là arrivent. Ben, à ce moment-là, on a besoin de systèmes pour les détecter. On a des projets aussi sur des miroirs déformables, encore là pour la propagation dans l'atmosphère, pour l'optique adaptative qu'on appelle. Pour être capable d'imager les choses à travers l'atmosphère, il faut corriger pour les turbulences dans l'atmosphère. Donc, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle des miroirs déformables magnétiques. Donc ça, c'est des activités. On a aussi des activités sur ce qu'on appelle les métasurfaces, où là, ça relie beaucoup les champs électromagnétiques. Il faut traiter ça avec la théorie électromagnétique, les équations de Maxwell, donc les choses un peu plus théoriques. Donc, on a un volet quand même à certains étudiants qui travaillent là-dessus. On a des associations pour avec ici c'est l'Université de McMaster, mais pour avoir un observatoire ou en tout cas une station pour communiquer avec les satellites là, au niveau des communications quantiques. Et ici, vous avez un exemple là, d'un truc qu'on a fait qui s'appelle LensNet, là, qui justement aide les concepteurs optiques là, à aider les concepteurs optiques dans leur travail. C'est un exemple concret, c'est disponible sur le web et ça fonctionne depuis déjà 5 ans. Et ça aide les concepteurs optiques ou les jeunes concepteurs optiques qui sont à développer des solutions. Donc, c'est le genre d'application en AI là, qu'on fait là, qui est intéressant. Donc, finalement, ben, on est un groupe assez dynamique. On fait beaucoup d'activités. On est un groupe de vrais
entre 15 et 20 personnes, là. On a des stages puis des projets de maîtrise actuellement, notamment avec la compagnie Créaforme et un autre avec le groupe de recherche, le TACUVIC, ici à l'université. Donc, je vous invite à communiquer avec moi. Vous avez le petit QR code pour le laboratoire de recherche. Toute l'information est là pour nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup, Simon. C'était super intéressant, le professeur Simon Thibault, qui vient de nous parler. Je trouve que ce qui attirait entre autres mon attention, là, c'est la qualité des laboratoires, que tu nous as présentés, le côté très concret et très rattaché à l'industrie aussi des projets. Donc, vous voyez, là, c'est des belles opportunités, qui s'ouvrent à vous. Donc, sans plus attendre, je passe le micro à Philippe Després, professeur également, là, du département de physique, de génie physique et d'optique. Merci Étienne. Donc en théorie, vous voyez mon écran, c'est bien le cas. Ce ne sera pas long, je vais juste faire un peu de maintenant, j'essaie pour retrouver mon PowerPoint. Voilà. Donc je vais parler d'IA aussi, mais sous peut-être un autre angle que vous entendez moins souvent parler. Donc l'IA. On entend beaucoup parler des algorithmes, c'est au centre de la chose et par contre, il y a des zones un peu plus sombres ou moins explorées qui m'intéressent, moi, à titre de chercheur. Donc, tout ce qui vient en amont de l'IA. Donc, on va parler d'infrastructures numériques, entre autres, et de ce qui vient aussi en aval. Donc, c'est comme je disais en amont, tout ce qui est infrastructure numérique, les données en soi, qui sont un objet très intéressant, qui ont besoin d'amour, là, comme d'autres composantes de la grosse business qu'est l'IA. Et la gouvernance informationnelle aussi qui nous permet là, de tracer d'où viennent les modèles, avec quelles données elles ont été entraînées. Et dans le domaine de la santé aussi, là, l'accès aux données est un enjeu. Donc, on s'intéresse aussi d'un point de vue technologique à comment mettre en place des solutions qui respectent, par exemple, le consentement des patients et les différentes lois et règlements en vigueur. En aval, on a des défis pour ce qui est de l'adoption de ces technologies-là par exemple, les cliniciens et les cliniciennes, des enjeux de transparence aussi. C'est souvent perçu comme une boîte noire. Comment on fait pour aborder ces sujets-là avec les utilisateurs finaux? Et on a des boîtes noires qui sont très peu explicables, donc les gens n'ont pas nécessairement confiance en ces trucs-là parce qu'ils ne comprennent pas comment la machine parvient à certaines conclusions. Donc, on s'intéresse aussi à ces enjeux-là. Donc, vraiment tout ce qui vient un petit peu avant l'IA, tout ce qui vient après, une fois qu'on lance ces systèmes-là dans des milieux de pratique. Je vous parle d'un projet qu'on a fait là, qui a débuté avec un besoin très simple. On avait des gens qui venaient contourer des lésions. Ici, ce que vous voyez, c'est une image tomodensitométrique thoracique. Donc, on voit les poumons en noir ici. Et là, il y a une lésion qui a été identifiée par quelqu'un qui est venu contourer ça. Et là, on est dans un monde encore où l'IA, il faut lui montrer, il faut lui donner avec des exemples, là, des vérités terrain qu'on appelle. Et il faut des centaines et des milliers de cas pour que l'IA puisse d'elle-même puisse faire ces tâches-là de façon autonome. Et notre besoin était très simple, c'était voici, mais qui a contouré ça? Est-ce que c'est une étudiante d'été là, qui est venue avec des connaissances limitées en anatomie ou c'est une radiologiste senior qui pratique en thoracique depuis 20 ans? Et on ne savait pas. Donc, on a, nous, construit toute une plateforme autour de ce besoin très simple-là, mais auquel s'est greffé un paquet d'autres besoins d'affaires qui sont de répondre justement aux cadres éthiques légaux qui sont extrêmement complexes. Donc, je parlais de traçabilité, de gouvernance informationnelle tout à l'heure. Le besoin dont je viens de parler, de vraiment de capturer les annotations auprès d'experts. Euh, Tout simple, mais on n'avait pas d'outils pour faire ça. Donc, on a construit ces outils-là pour s'assurer que nos vérités terrain soient rattachées à une certaine forme de qualité. Et aussi, les images, ce sont des objets numériques très volumineux et on a besoin d'infrastructures numériques à la hauteur en termes de stockage, en termes de capacité de calcul pour pouvoir traiter et faire de l'IA avec ces gros objets-là. Donc, on a construit une plateforme que je vous montre ici qui s'appelle Paradigm. Paradigm, ça veut dire plateforme pour la notation, la réutilisation et l'analyse d'images médicales. Et c'est un paquet de composantes logicielles qu'on fait interagir entre elles à travers des API, donc des Application Programming Interface, avec des protocoles standardisés pour que chacune de ces composantes-là communique l'une avec l'autre. Et avec ça, en greffant justement plusieurs petits morceaux logiciels, on arrive à répondre à plusieurs besoins d'affaires. Donc, on est vraiment plutôt dans la plomberie de l'IA. Donc, tout ce qui est soutien, c'est le substrat numérique qui permet à l'IA de vivre
ensuite. Et notre plateforme permet d'entraîner des modèles d'IA, d'évaluer des modèles d'IA, de venir annoter. Donc, vous voyez, il y a différents intervenants qui peuvent venir, des experts médicaux, des experts de données, etc. Donc, c'est vraiment une infrastructure, mais qui n'est pas physique, c'est du logiciel qu'on bâtit, plutôt dans mon laboratoire. Et on a sous gestion plusieurs actifs, des jeux de données qui deviennent des jeux de données de référence, qui nous permettent d'évaluer des modèles d'IA. Donc, parfois, on a des compagnies qui nous disent, ouais, mon modèle d'IA, il est capable de détecter les nodules pulmonaires avec euh, une justesse, une précision de 95%. Ben, on dit d'accord, ben, venez, on va tester votre modèle sur nos données à nous qu'on sait euh, très exact parce qu'on a pris le soin d'en faire la curation de façon très rigoureuse et la plateforme Paradigm nous permet de faire ce genre d'opération-là. Donc, pour nous, d'héberger des jeux de données de référence dans différents secteurs, on en a en cancer du sein, on en a en cancer du poumon, ça nous permet justement de pouvoir évaluer de façon objective des modèles d'IA qui deviennent une commodité. Vous allez sur Hugging Face aujourd'hui, vous tapez quelques mots-clés, vous allez avoir un paquet de modèles qui sont disponibles, que vous pouvez prendre, que vous pouvez aussi peaufiner de diverses façons. Et justement, cette commodification-là des modèles d'IA, nous, on est capable de la gérer parce qu'on a les outils pour pouvoir évaluer ces modèles-là et les réentraîner aux besoins. Donc, rapidement, ce qu'on fait, ben, c'est ça, on a des images qui sont générées au quotidien dans le domaine de la santé. Certaines de ces images-là sont mises en collection. Chez nous, on déidentifie tout ça pour pas pouvoir justement identifier des individus. Et ensuite, il y a toute la boucle de découverte autour de l'IA qui consiste à entraîner des modèles qui ont été entraînés sur des données annotées et l'évaluation de ces modèles-là par la suite, là, leur performance dans la vie réelle de tous les jours. Et je vous présente rapidement là, l'écosystème U-Laval en données. Moi, je suis directeur du Centre de recherche en données massives, puis on se positionne vraiment au niveau de l'information. Donc, ça, c'est une pyramide assez connue. Là, on part des données, puis on s'en va jusqu'à la sagesse. Et à l'Université Laval, on a quand même la chance d'avoir une fondation technologique qui nous aide à juste gérer les données à la base. Là, on a une équipe dédiée au TI pour la recherche qui nous aide beaucoup. Le Centre de recherche en données massives, vraiment plus la couche logicielle de base sur comment on gère ces données-là. Paradigm fait partie, est un actif du Centre de recherche en données massives. Et ensuite, quand on s'intéresse à l'IA et les algorithmes d'IA, là, on tombe plus dans le domaine de l'Institut Intelligence et Données et qui fait partie aussi du regroupement IVADO avec McGill, avec Polytechnique, avec l'Université de Montréal aussi. Et au sommet de la pyramide, on a la chance d'avoir l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, qui s'intéresse aussi d'un point de vue sciences humaines et sociales, ben justement aux impacts de l'IA. Une fois qu'on a ce modèle-là, qu'on lance ça à l'hôpital, il se passe plein de choses parce qu'il y a des humains, puis les humains, ben, en tout cas pour un physicien, là, c'est l'affaire la plus compliquée. Nous, nos électrons et nos photons, ils se comportent très bien, mais les humains, c'est toujours plus compliqué. Donc, on a l'OBIA pour étudier justement la réaction des gens qui vont subir ou utiliser l'IA à l'autre bout de la chaîne. Donc, comme je vous disais, notre job, c'est vraiment de passer des données. Si je vous donne une image tomodensitométrique comme ça ne vous dit pas grand-chose. Mais si j'ajoute l'information en vous disant, ben voici, il y a une lésion là, contourée en vert, ben là, ça devient plus intéressant d'un point de vue IA. Et nous, c'est notre job de faire passer ça de données brutes à de l'information qui pourra être utile pour développer des modèles d'IA. Des exemples de choses qu'on fait, ben, vous voyez, on a une experte qui est venue contourer en vert ici un nodule pulmonaire et l'IA qui nous dit, ben voici, il y a quelque chose de suspect là. Donc, on est vraiment en mesure d'évaluer si les modèles réussissent à reproduire ce que les humains font. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, avant d'utiliser un modèle, on veut s'assurer qu'il soit au moins aussi bon que les experts qui font ce travail-là au quotidien. Donc, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire de façon assez simple avec notre plateforme. Notre plateforme permet d'automatiser, d'industrialiser toute la chaîne de découverte aussi. Maintenant, quand on a, par exemple, une image tomodensitométrique qui arrive sur la plateforme, bien, automatiquement, nous, on vient passer un modèle dessus qui s'appelle Total Segmentator, qui vient segmenter une centaine de structures anatomiques différentes de façon automatique. Donc, si on avait un humain qui faisait ça, ça prendrait des heures et des heures pour chaque cas, alors qu'avec notre modèle, bien, en quelques secondes, voilà, on a réussi à contourer
un paquet de structures anatomiques. Donc, ça a beaucoup de valeur pour plusieurs projets de recherche, ce genre de choses-là. Donc, on fait plein de choses. On extrait des données aussi pour les mettre en tableau de bord pour que les décideurs, décideuses puissent voir ce qui se passe, par exemple, dans leur département. Dans ce cas-ci, la radiologie, l'utilisation de la dose, est-ce que c'est fait de façon judicieuse? Donc, c'est le genre d'exemple, le genre de projet qu'on peut faire. Automatiser aussi certains calculs qui peuvent être lourds. Étienne parlait de calcul Monte-Carlo plus tôt. C'est une technique mathématique qui est lourde, mais qui nous rapproche beaucoup de la réalité. On a mis en place des infrastructures et des pipelines qui nous permettent de faire ça de façon un peu automatique et d'avoir des résultats qui sont plus exacts que ce qu'on obtiendrait avec d'autres techniques. On a fait la même chose aussi en tomodensitométrie, l'évaluation de la dose, donc vraiment de reproduire, de faire un replay d'un examen tomodensitométrique pour voir où va la dose, donc quel organe est le plus touché par ces examens-là. Donc, on est capable de faire ça sur des grandes populations parce que nos pipelines sont automatisées. Donc là, on peut s'approcher de questions plus de nature épidémiologique sur les effets délétères, par exemple, de la dose dans un milieu clinique où il y a de la radiation qui est utilisée. On a beaucoup de choses dans notre pipeline. La pathologie numérique, je parlais de gros objets numériques pour les images. La patho numérique, c'est des objets immenses. Là, on parle de plusieurs dizaines de gigabits par image, donc très lourd. On a besoin de grosses infrastructures derrière pour le stockage, pour le calcul. Des défis aussi pour l'affichage, plein de défis à relever. Donc, on a besoin de gens qui vont s'intéresser à ça. Les grands modèles de langage, les large language models, ça devient extrêmement utile pour nous aussi parce que les radiologistes vont faire des rapports en prose, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur micro, ils vont dicter, ça va être des paragraphes de texte libre qui vont apparaître, mais là-dedans, il y a quand même souvent une pathologie, il y a une localisation, il y a une sévérité. Et avec les LLM, on est capable d'interroger ces rapports-là puis de venir structurer toute cette information-là de façon propre et exploitable et non pas du texte libre. Donc, beaucoup d'utilisation des LLM de notre côté pour l'analyse de texte libre. Donc, besoin de recrutement, là, juste présentement, hier, je discutais avec des collègues. Ils veulent moduler le programme québécois de dépistage en cancer du sein et ils ont besoin vraiment d'avoir tout un parcours, un pathway numérique. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait au laboratoire, de venir numériser certains processus. On a des gens qui travaillent beaucoup avec les petits amis chez AWS, Amazon Web Services et Azure pour déployer certaines composantes dans le nuage. Donc, il y a certains services natifs comme les LLM, entre autres, de dernière génération qui sont disponibles. Mais nous, on doit travailler toujours avec à l'esprit que nous manipulons des données très sensibles. Donc, il faut faire les choses extrêmement de façon prudente et approuvées par les autorités supérieures qui sont Santé Québec dans notre cas. Et apprentissage fédéré aussi, là, deux gros projets en cours, dont un projet pan-canadien qui vise à développer. L'apprentissage fédéré, c'est une technique où on apprend sur des grands ensembles de données, mais sans déplacer les données. Donc, les données ontariennes demeurent en Ontario, les données québécoises demeurent au Québec, mais le modèle se promène où les poids sont envoyés à un agent central et on a encore là beaucoup de besoins de main-d'œuvre dans ce créneau-là très niché. Donc, voilà. Donc, nous, c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment d'industrialiser le cycle de la découverte. Donc, on s'intéresse vraiment à ce qui vient avant l'IA, hein, aussi un petit peu à ce qui vient après l'IA. Donc, je termine ici. Merci beaucoup, Philippe. Ce que je le savais parce qu'on en avait discuté, mais en l'IA, ce n'est pas seulement ce qu'on pense, il y a tout ce qui est avant, il y a toutes les conséquences aussi, les retombées. Donc, je trouve que tu nous as bien présenté ça avec les différentes opportunités qui sont rattachées. Donc, c'était le professeur Philippe Després du département là, de physique, génie physique et optique. Donc, merci aux trois présentations, aux trois présentateurs, professeurs de l'Université Laval qu'on vient d'entendre.